Le soir de la nuit des étoiles filantes, cet été, au mois d'août, il s'est passé un drôle de truc. Je m'étais tranquillement allongée dans un pré pour regarder le ciel, avec l'herbe fraîche sous mon dos, la voie lactée, le chant des grillons. Et, je sais pas, c'était tellement agréable que bizarrement, j'ai fini par en faire une attaque de panique. Oui. C'est-à-dire que par contraste, j'ai réalisé qu'en fait, pendant l'année, jamais je me sens comme ça, aussi détendue. Et à partir de là, c'était parti. J'ai commencé à avoir des flashs de tout ce qui allait recommencer dans 15 jours. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. La vie de bureau, les insomnies. Tu m'entends ? Là, c'est bon ? Putain, j'ai les épisodes à finir à temps. J'ai le retour casse, c'est pas ça. Le mal de dos. Et j'ai oublié mon badge. Et donc, j'ai décidé de m'inscrire au yoga. Namasté, bonjour à tous. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut aller plus fort ? Vivons heureux avant la fin du monde. On est mal. Un podcast anti-crise pour nous aider à repenser nos modes de vie. En ligne chaque mois, si on y arrive. Allez, j'y vais. Ce film est emmerdant, là. Une proposition de Delphine Saltel, J'ai pas d'idée. réalisée par Arnaud Forest Arnaud, et produite par Arte Radio. t'entends ? Je sais, je souris. Épisode 21. Donc je le fais comme ça. Very bad yoga. Et puis ça ira bien. En vérité, c'est pas la première fois que je me mets au yoga. J'ai déjà essayé le yoga Vinyasa Flow, où on enchaîne les postures les unes derrière les autres, le yoga Iyengar, où il faut s'harnacher avec des sangles pour étirer les muscles, et même du yoga spécial pour femmes enceintes. Mais à chaque fois, j'ai arrêté très vite. Parce qu'il y avait quelque chose qui me mettait mal à l'aise. Je saurais pas dire quoi exactement, mais l'impression d'être ridicule, là, en position du lotus, les mains en prière sur le cœur, au milieu d'autres dames qui cherchaient comme moi la paix intérieure dans leur brassière en lycra. Mais c'est contradictoire, parce qu'en même temps, dans ces cours, j'ai découvert des postures qui font un bien fou. Par exemple, maintenant, si j'ai une montée de stress au bureau... Attends, c'est quoi déjà quand tu configures en... Tu prends un 48 volts. Je sais jamais si c'est 148 volts, ça fait 20 ans, et je sais toujours pas si c'est avec 48 volts. Je pars dans un petit coin, me faire la demi-torsion du poisson puissant, et juste de m'essorer la colonne vertébrale et de respirer à fond, je repars pour un tour. Avec 48 volts. Merde. Il me dit qu'il veut pas. Donc, je sais pas trop quoi penser. Est-ce que je passe à côté d'une discipline qui pourrait me changer la vie ? Est-ce que cette gêne que je ressens, ce serait pas finalement de la paresse ? Ou est-ce qu'il y a bel et bien un problème avec le yoga ? En tout cas, le yoga tel qu'on le pratique dans les studios de centre-ville. D'ailleurs, est-ce que c'est vraiment du yoga, ce qu'on fait quand on va dans ce genre de cours ? Et donc, j'ai essayé de creuser la question et j'ai découvert une journaliste qui est aussi professeure de yoga. Elle s'appelle Marie Coq et elle a publié il y a quelques années une enquête très approfondie sur le yoga. Et ce qui m'a touchée dans son travail, c'est qu'au point de départ de son enquête, il y a un malaise dans lequel je me retrouve assez bien. Le premier malaise que j'ai ressenti, c'était effectivement de me retrouver dans des salles parisiennes après le travail, entourée de gens qui me ressemblent, quoi, donc des femmes CSP+, plutôt minces, quoi, et blanches, et de me retrouver en fait à chanter des mantras sans savoir ce que c'est, sans jamais traduire, toutes les postures qui sont données en sanskrit, pour donner en fait cette idée d'un savoir traditionnel et d'un savoir qui n'est pas le nôtre. Et quand je commençais à poser des questions, aussi bêtes que
d'où vient le yoga, qu'est-ce qu'on est en train de pratiquer, pourquoi est-ce qu'on fait les choses comme ça, mais pourquoi il faut mettre son pied comme ça, pourquoi il faut mettre à 45 et pas à 70 degrés. On me disait tout le temps, c'est la tradition, c'est comme ça qu'on fait, c'est pour ouvrir le... Enfin voilà, tous ces trucs qu'on entend toute la journée, de c'est pour ouvrir le cœur, c'est pour, je ne sais pas quoi, honorer les gourous, mais lesquels, comment, qui, pourquoi est-ce qu'on fait ça, etc. On ne pouvait pas questionner ce décorum. La réponse était toujours la même, que c'est comme ça, parce que le yoga est resté inchangé depuis 5000 ans. Et ça, je me rendais bien compte que c'était pas vrai. Tous ces petits aménagements qu'on trouve maintenant de façon quasiment systématique dans toutes les salles, le Bouddha, alors que c'est pas une discipline bouddhiste, le Bouddha, les encens, les petites tentures indiennes, la musique douce, la petite tisanerie à la fin, éventuellement le petit bar qui fait les jus détox et le granola. Donc il y a comme ça une espèce de grand mélange des genres, et en même temps qui est désigné comme quelque chose de traditionnel. Et ça, c'est vrai que le malaise, il était là. Voilà, c'est ça qui était vraiment le point de départ de ma réflexion, quoi. Je trouve qu'ici, Marie Coq met le doigt sur ce que je ressens depuis le début sans arriver à le nommer. Au fond, ce qui me gêne, je crois, avec le yoga, c'est de me retrouver à mimer des rituels issus d'une tradition que je ne maîtrise pas et sur laquelle je plaque des clichés. L'exemple qui me vient là tout de suite, c'est namasté, un mot hindou, si j'ai bien compris, que les professeurs de yoga profèrent à la fin de chaque cours, les mains jointes, en signe de gratitude, et en général, tout le monde répond en chœur « namasté », les yeux fermés, un peu comme si c'était une incantation et qu'on participait à une cérémonie venue du fond des âges. Sauf que j'ai fini par découvrir que namasté, c'est juste une formule de salutation en fait, pour se dire bonjour ou au revoir. Et en plus, maintenant, namasté, c'est devenu cette espèce de slogan passe-partout qu'on retrouve écrit sur des t-shirts, des mugs ou en néon rose fluo pour décorer les murs des salles de cours. Ça veut plus rien dire, en fait. Ça met encore plus mal à l'aise. Salut les yogis, je suis avec Luna pour une séance de yin yoga autour du printemps. Et ce qui est intéressant dans le travail de Marie Coq, c'est qu'elle a observé que ce sentiment d'imposture, il touche pas seulement les élèves comme moi. Alors ça, c'était un peu la surprise à la parution du livre, mais c'est un malaise qui est partagé en fait par beaucoup de profs. Quand j'ai commencé l'enquête, tout le monde m'a dit attends-toi à ce qu'on te jette des cailloux, quoi. Et en réalité, ce que j'ai reçu comme retour des profs, c'était une espèce de soulagement, parce qu'il y a énormément de profs qui m'ont écrit pour me dire c'était des questions que moi-même, je n'osais pas me poser. Et ça pouvait être des enseignants qui enseignaient depuis des années, qui avaient des studios pignon sur rue, etc., mais qui eux-mêmes n'osaient pas se poser ces questions-là. Parce qu'il y a le côté, effectivement, comme il y a aussi toute une mythologie aussi sur l'enseignement du yoga, qui est un enseignement oral qui a été fait depuis très longtemps, de gourous à disciples qui eux-mêmes deviennent des gourous. Donc il y a aussi ce côté un peu savoir secret. Donc questionner cet enseignement, c'est aussi questionner la lignée, questionner les anciens, questionner les sages, quoi. Donc le tabou était aussi présent vachement chez les profs. Même de pouvoir, par exemple, expliquer qu'il y a plusieurs écoles et que quand on est dans un certain type de cours, on suit l'enseignement d'une certaine école, mais que ce n'est pas un yoga global. Dans le monde du yoga, dans l'histoire du yoga, dans le milieu du yoga, il y a énormément de chapelles, il y a énormément d'histoires différentes, il y a des courants. Et donc, ça, je me rendais compte en fait que le milieu du yoga n'assumait même pas cette pluralité en fait, quoi. Il fallait montrer que le yoga était une sorte d'entité indivisible, inchangée, pour que ce soit plus fort, que ce soit comme une espèce de science révélée et pas comme une pratique qui avait traversé les âges, les époques et les pays, quoi. Atha samadhi padaha atha Je pense aussi que c'est un des attraits du yoga de proposer justement ce package complet. Il y a vraiment cette espèce comme ça de pack qui est, je pense, extrêmement pratique aussi dans le monde dans lequel on vit, quoi. On a l'impression que voilà, on prend la pause de 2 heures et qu'on a fait l'expérience complète. C'est aussi une façon de pas dire que le yoga, c'est une discipline un peu ingrate, dont on est censé ne rien attendre. Mais évidemment, en termes de marketing, c'est moins intéressant de raconter le yoga comme ça aussi, quoi.
La question qui commence à pointer le bout de son nez dans ce que décrit Marie Coq, là, vous la voyez arriver comme moi. C'est celle de l'appropriation culturelle. Et oui, carrément. Mais c'est bien comme ça que ça s'appelle quand on récupère une tradition venue d'ailleurs, un ailleurs qui a longtemps été colonisé en plus, pour la mettre à sa sauce et en tirer une exploitation commerciale. Donc, j'ai tapé appropriation culturelle /yoga dans ma barre de recherche et j'ai atterri sur le compte Instagram de Poulan Devi, une jeune Française d'origine indienne qui se définit comme analyste culturelle. En vrai, elle ne s'appelle pas Poulan Devi. C'est un pseudonyme qu'elle a choisi pour s'exprimer sur les réseaux sociaux et qui rend hommage à une parlementaire indienne célèbre qui s'est battue contre le système des castes. Notre Poulan Devi à nous a grandi à Gennevilliers, dans un quartier populaire qui s'appelle la Cité Rouge, auprès de ses parents qui sont arrivés de Pondichéry dans les années 80. Le yoga, c'était très respecté. C'était plutôt quelque chose qui se déroulait les dimanches. C'était le jour où on était tous là, à la maison. Et ça commençait le matin, avec mes parents qui étaient assis par terre. Et l'image que j'ai, c'est vraiment de mes parents. Ma mère, elle est avec sa robe de chambre. Mon père, il est avec le kaili. En fait, c'est une longue jupe qui est portée par les hommes en Asie du Sud. Et il est torse nu. Il nous montrait des postures. Et après, il nous racontait des histoires liées aux mythologies hindoues, sur les divinités. Alors, vu que c'est des histoires pour les enfants, il y a toujours du fantastique, quoi. Et du coup, ça nous plaisait beaucoup. Et je me souviens que c'était super drôle. Parce qu'en fait, le yoga, il est super sacralisé. Puis en même temps, c'est très cru. Et du coup, c'était vraiment des moments de partage, de pause dans le temps et d'apprentissage. Et si Poulan Devi se permet aujourd'hui d'employer le terme d'appropriation culturelle, c'est que quand devenue adulte, elle a poussé la porte des salles de yoga, qui à l'époque se mettaient à fleurir un peu partout, elle s'est sentie comme un cheveu sur la soupe. Ce qui est quand même ironique pour quelqu'un qui est tombé dedans quand elle était petite. C'est assez compliqué pour moi d'assister à des cours de yoga. En fait, je suis la seule personne non blanche. Et en plus de ça, je suis la seule personne indienne. Et même au-delà de ça, ils sont très minces, ils sont super gainés, ils sont super fit. Quand je regarde les tenues qu'ils portent, il y a un effort particulier qui est fait dans l'esthétique. Alors que pour moi, le yoga, justement, c'est l'endroit où on fait le moins d'efforts au niveau d'esthétique, quoi. On met le pyjama et puis on y va. Et l'endroit en lui-même, je le trouve toujours hostile. Et je pense que le pire, c'est lorsqu'on mélange le yoga à l'hindouisme, mais de manière, confuse. Le fait de voir des divinités, des statues, des idoles posées par terre, mais à côté des chaussures. Notamment, dans un des studios que j'avais côtoyé, c'était une statue de Ganesh. C'est un dieu que j'affectionne beaucoup parce que dans mon enfance, ma mère me racontait beaucoup des histoires de Ganesh. Et Ganesh, c'est le dieu du savoir. J'aime beaucoup ce qu'il représente. Et donc, le fait de le voir par terre comme ça crée une fissure dans mon cœur parce que je me rappelle automatiquement de ma mère. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle dirait, ma mère, si moi je suis heurtée, mais ma mère, elle serait encore plus humiliée par ce geste. Et je pense que le pire, c'est qu'il soit à côté des chaussures, parce que les chaussures, c'est vraiment hyper mal vu dans notre culture, dans le sens où on rentre à la maison, quand on se déchausse, on enlève aussi toutes les frustrations, le stress du travail. Ma mère disait ça, les mauvaises choses de l'extérieur, ça reste dehors. Poulan Devi m'a aussi raconté qu'à une époque, elle avait essayé le yoga en ligne, notamment une chaîne YouTube extrêmement célèbre qui s'appelle Yoga with Adriene. What's up everyone? Welcome to Yoga with Adriene. I'm Adriene. Today we have an awesome morning yoga practice for you. Ça accumule des millions et des millions de vues. Sur les vidéos, on voit donc Adriene, une américaine qui ressemble un peu à Nathalie Portman, mais toujours habillée en leggings. Elle est installée sur son tapis, devant une baie vitrée très lumineuse qui donne sur un beau jardin.
Souvent, affalée à côté d'elle, il y a son chien, Benji, qui a l'air crevé, il dort tout le temps. Et elle propose du yoga, mais alors pour tous les goûts. And slowly waking up the body. Vous pouvez trouver du yoga contre les douleurs au cervical ou la migraine, ou pour favoriser votre transit intestinal, aussi du yoga pour quand on est à l'aéroport et qu'on ne sait pas quoi faire, ou du love yoga pour la Saint-Valentin. Chin into the chest, and we begin to roll it up. Looping the shoulders, opening the chest, the heart, finding what feels good as you breathe in and out. Personnellement, j'ai testé Yoga for Panic and Anxiety, une séquence de 20 minutes que, honnêtement, j'ai bien aimée. Working out any kinks in the neck, in the shoulders. Mais ça, je me suis bien gardée de le dire à Poulan Devi. Ça s'apparente à être une professeure de fitness ou de pilates qu'on retrouve en salle de sport. Et ce que j'aime pas, en fait, c'est que elle utilise le yoga comme pratique sportive. Elle en parle pour moi comme si c'était des étirements, en fait. Et j'ai rien contre ça sur le fait que, effectivement, les étirements, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête, ça repose, etc. Mais pour moi, c'est pas du yoga, en fait. Quand mes parents pratiquaient le yoga, c'était pas seulement un moment de relaxation parce qu'il y avait tout un apport d'histoire, d'explication des postures, de transmission d'un savoir sur les traditions hindoues, sur la mythologie. Donc c'était pas juste une pratique où on vient, on répète des postures et on part. En fait, en fonction d'où vous grandissez, de la famille dans laquelle vous grandissez, les valeurs que vous avez, etc., l'histoire, elle variera aussi. Il y avait toujours une notion de justice sociale, de faire le bien, de faire le bon, de réparer les erreurs, et nous inculquer le respect des autres, le respect de soi, et surtout véhiculer de la compassion envers les autres. J'ai le retour casse dans le studio du truc que vous êtes en train de monter, donc ça va pas le faire. Hein. Attends, je vais fermer. Heureusement qu'au bureau, ma demi-posture du poisson puissant, j'entends tout, donc ça va pas. Je la fais toute seule en cachette dans un petit coin parce que, au fond, en réduisant le yoga à de simples mouvements qui me calment les nerfs et le mal de dos, eh bien, j'occulte toute la dimension culturelle et spirituelle de cette discipline. Et en plus, je suis mal installée sur cette chaise. Et donc, quelque part, je comprends bien que ça puisse paraître insultant pour des personnes issues du sous-continent indien. Mais bon, attention, Poulan Devi ne dit pas non plus que seules les personnes d'origine indienne comme elle sont à même de pratiquer un yoga authentique. Au contraire, d'ailleurs, sur son compte, elle milite même pour des cours de yoga plus inclusifs et ouverts à tous. En revanche, pour elle, la moindre des choses, si on veut essayer d'avoir une pratique un peu respectueuse de cette discipline, eh ben, c'est de se pencher sur l'histoire, pour justement arrêter de se raconter des histoires. Essayer de comprendre ce qui s'est passé avec le yoga. Comment il est arrivé jusqu'à nous, comment il s'est transformé, et pourquoi on en a fait ce qu'on en a fait. Je vous propose de mettre les blocs à peu près à portée de main, donc s'ils sont tout à l'avant du tapis, peut-être reculez-les un petit peu, comme ça vous n'avez pas à les chercher loin derrière vous. Alors, j'ai enfilé mon legging et je suis partie à Lyon pour assister à une séance de yoga avec une professeure un peu spéciale qui s'appelle Zineb Fassi. Trouvez une position confortable, donc les jambes peuvent être complètement allongées. Vous pouvez éventuellement plier les genoux, ramener les pieds au sol si c'est plus agréable pour le bas du dos. À première vue, le centre de bien-être où elle officie est plutôt dans le moule habituel. Et prenez le temps simplement ici de laisser le corps se relâcher. Il y a un présentoir à tisane ayurvédique à l'entrée, plein de plantes vertes dans de mignons petits pots en céramique. Tout est en bois naturel, c'est beau, propre, lumineux, comme sur Pinterest. Pour se rassembler dans cet espace et ce temps de la pratique. Mais, si je puis me permettre, Zineb Fassi en a un peu plus sous le tapis que la moyenne. Déjà, elle a fait des études de sciences politiques et quand, après avoir travaillé dans l'aide au développement, elle a décidé de devenir professeure de yoga,
assez vite, elle a ressenti le besoin de mener des recherches historiques, en plus de sa formation initiale. Et peut-être pour vous aider à rassembler cette attention, à l'empêcher de se projeter vers le futur, vers le passé. Moi, la question qui a vraiment motivé mes recherches, c'était la question de savoir un peu comment on en est arrivé là. Quand elle dit recherche, c'est pas juste cliquer sur 2 pages Wikipédia et basta. Zineb Fassi est carrément retournée à la fac pour passer un diplôme universitaire en culture et spiritualité d'Asie, parce qu'elle voulait dissiper une espèce de malentendu, comme elle dit. Déjà, à l'époque prémoderne, il n'y a pas un yoga, il y a des yogas. Le yoga, en fait, si on se penche un peu sur son histoire avant le 19e siècle, on se rend compte que c'est une pratique des marges, que c'est une pratique principalement de personnes qui renoncent à une vie comme vous et moi et qui va s'adonner complètement à la vie spirituelle dans le but de sortir du cycle des renaissances. Donc c'était des concepts quand même très propres déjà à l'Inde et aux religions soit hindoues, soit bouddhistes. Donc on va pas trouver le bonheur dans cette vie, c'est impossible, c'est complètement illusoire. Cette vie ici-bas, cette vie mondaine, elle est source de souffrance et ce qu'on va essayer de faire à travers le yoga, ça va être un moyen de se libérer de la condition humaine ordinaire. Donc, c'est pas exactement ce qu'on nous dit aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'on nous dit, c'est à travers le yoga, vous allez pouvoir avoir une vie plus épanouie, plus sereine, être plus positif. Donc, c'est ce yoga qui va renvoyer l'image de personnes, en général des femmes, minces, jeunes, athlétiques, souples, belles, à l'hygiène de vie parfaite. Quelque chose qui est de l'ordre un peu de la biomorale, quoi. Cette espèce d'ambiance où on devrait être positif, où il faut sourire, où tout le monde parle doucement. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'on a changé complètement de discours. C'est ce qui a permis finalement ce grand malentendu, entre guillemets. Pour le comprendre, Zineb Fassi a enquêté pendant 2 ans et elle en a tiré un livre avec un titre marrant, Le yoga, nouvel esprit du capitalisme. Voilà, elle n'y va pas avec le dos de la cuillère, mais à l'intérieur, sa recherche historique est méticuleuse, documentée, et moi, elle m'a sorti de la caverne. Parce que jusqu'à maintenant, je croyais que c'était les hippies, moi, qui nous avaient ramené le yoga. Far from the noise and pace of city life, in the cool, clear air of Rishikesh, North India. Que ça faisait partie de la contre-culture des années 70, flower power, veste en mouton. The man who, through transcendental meditation, is currently bringing peace of mind to the Beatles. Mais ça démarre bien plus tôt, en fait, l'histoire occidentale du yoga, avec la colonisation de l'Inde par l'Empire britannique. Évidemment, c'est là que tout a commencé. Parfois, on parle pudiquement de la rencontre du yoga avec l'Occident ou de l'influence de l'Occident sur le yoga. C'est des termes qui cachent en fait effectivement la dimension de domination qu'a subi l'Inde à ce moment-là. Au 19e siècle, l'Inde est sous domination coloniale britannique et on va avoir ce regard qui va être porté par les colons britanniques sur la religion hindoue, qui est un regard négatif, qui va être considéré comme une religion faite de folklore, de magie noire, de superstition, etc., etc. Et en même temps, ce regard-là, il va être fait à la fois de rejet et de fascination. Paradoxalement, l'Inde va être aussi vue par l'Occident de manière générale comme étant le berceau d'une sagesse originelle, capable de le régénérer moralement, qui n'aurait pas été corrompue par la modernité, qui serait un contrepoint de la société occidentale, moderne, philosophe, mais aussi aride, désenchantée, etc., etc. Rien que ça, déjà, ça met un peu de complexité dans ce que je me racontais jusque-là. Cette histoire de fascination-répulsion. Et tout ce vieux fantasme ambigu d'une Inde sous-développée, mais qui pourrait aussi nous sauver. Dans cette foule indienne, nous rencontrons 2 jeunes Français. Ils appartiennent à cette confrérie internationale des voyageurs sans bagages et sans argent, partis de tous les horizons du monde industrialisé. Ils sont venus chercher autre chose, comme moi. Mais ni les uns ni les autres, nous n'échappons à nos civilisations. J'ai peur qu'ils rêvent l'Inde, comme je la rêve moi-même. Et ce que j'avais encore moins vu venir, c'est que cet imaginaire colonial, certaines élites hindoues vont s'en imprégner petit à petit, mais pour se le réapproprier et essayer de retourner le stigmate finalement.
Ces élites hindoues, elles vont être anglophones, elles vont un peu servir de passeurs entre guillemets entre ces deux cultures, et elles vont, pour mieux se mesurer aux colons, décider de revisiter un petit peu leurs pratiques religieuses, de les réformer. Alors c'est pas une réforme qui touche toute l'Inde et tout l'hindouisme, loin de là, ça reste un phénomène relativement marginal, mais qui va avoir une grosse influence sur la formulation du yoga moderne. Donc le discours que va avoir cette élite hindoue, c'est ok, vous nous dominez politiquement, vous nous dominez militairement aussi, évidemment, économiquement, mais nous, on a quelque chose que vous n'avez pas, et ça va être notre cadeau au monde. Finalement, ils vont chercher à moderniser, entre guillemets, l'hindouisme, à revoir l'hindouisme et le yoga à l'aune de certaines valeurs dites modernes. Donc, la question de l'universalisme, la question du progrès aussi, et du progrès social, entre autres. Et là, le yoga va être érigé par certains gourous, par exemple, comme Vivekananda, comme la religion rationnelle que les philosophes des Lumières rechercheraient. Et jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que c'est une entreprise finalement de soft power assez réussie parce que le yoga aujourd'hui est une pratique mondialisée. Les enseignements de ces gourous indiens circulent énormément aujourd'hui un peu partout dans le monde. Vivekananda, le gourou que Zineb Fassi vient de citer, il est célèbre parce que c'est un des tout premiers à être parti aux États-Unis pour exporter le yoga sous une forme hybride qui mélange les héritages indiens et occidentaux. Il a débarqué à San Francisco pour l'exposition universelle de 1893. Et c'est lui qui a ouvert la voie au yoga qu'on pratique aujourd'hui. Vivekananda, il va être très influencé par tout un tas de mouvements de l'époque, comme la Nouvelle Pensée, donc qui est un mouvement paraprotestant qui est un peu, entre guillemets, l'ancêtre de la pensée positive et du développement personnel, qui est cette idée, en gros, que par la volonté et par la force du mental, on peut faire changer les choses dans nos vies, on peut se guérir, etc. Il va être très influencé par la psychologie aussi, qui est une discipline naissante à l'époque. Tout un tas de choses comme ça qui vont faire que l'hindouisme et le yoga qui va enseigner aux États-Unis, ou en tout cas qui va contribuer à élaborer, ça va être un yoga extrêmement imprégné de conceptions religieuses, philosophiques, occidentales. Donc il y a vraiment cette reformulation du yoga et de l'hindouisme à l'aune finalement de ce regard occidental, mais aussi pour réaffirmer une certaine supériorité de l'Inde, d'être au même niveau finalement que les puissances coloniales. Ça nous permet de déconstruire un petit peu cette image d'un yoga authentique qui professerait une vérité unique pour revenir à quelque chose de beaucoup plus finalement complexe et qui nous permet aussi de comprendre comment on en est arrivé au yoga d'aujourd'hui, qui nous permet aussi finalement de sortir d'une image très fétichisante à la fois du yoga mais aussi de l'Inde. Tous ces clichés de Mama India, d'une Inde qui serait exotique, mystérieuse, profondément spirituelle. Ça peut paraître valorisant, mais en réalité, c'est des discours qui sont fétichisants, qui essentialisent à la fois l'Inde, ses cultures, ses sagesses et ses traditions. You all read the title of the film, The Ultimate Freedom. Ultimate freedom means complete freedom in body, in mind, and in the self itself. In order to experience this total freedom, Indian sages and saints introduce the subject called yoga. Petit à petit, ce qui m'apparaît, grâce au travail de Zineb Fassi et de Marie Koch, c'est à quel point ma mauvaise conscience d'occidentale privilégiée m'a joué des tours. Parce qu'au fond, j'étais en plein raccourci historique avec mon malaise d'appropriation culturelle. En réalité, c'est beaucoup plus tortueux, l'histoire du yoga moderne. Ça brasse de la violence coloniale, évidemment, mais aussi des formes d'empowerment indien. Et ce serait quand même le comble de l'oublier. Juste un exemple pour finir. Ce yoga postural que professe notre fameuse Adrienne sur sa chaîne YouTube, à l'origine, il vient des nationalistes hindous, qui comptaient beaucoup de yogis dans leur rang. Et oui, on se couchera moins bête ce soir.
Alors que le mouvement pour l'indépendance de l'Inde commence à se structurer, on va trouver d'autres personnes qui vont choisir justement de retourner le stigmate, de retourner le regard colonial et de s'en emparer. Et le yoga va encore entrer en jeu ici, puisque ça va être des militants hindous qui vont reprendre à leur compte l'image perpétuée par les colons d'un corps indien qui serait efféminé, qui serait faible et qui donc justifierait l'assujettissement de l'Inde. Eux, ils vont retourner ça, ils vont dire « Ah ok, si on est faible, si on est efféminé, il va falloir qu'on se forge des corps forts, puissants, sains aussi, à même de justifier en gros notre indépendance. » Et pour faire ça, alors c'est le mood de l'époque, c'est pas que en Inde, ça se passe aussi en Occident, c'est ce qu'on appelle la culture physique nationaliste qui émerge. Mais en gros, ils vont se dire on va pas simplement prendre les gymnastiques qui arrivent jusqu'à nous par le biais des colons, on va aller chercher dans notre propre finalement creuset culturel. Ils vont à ce titre-là faire renaître un certain type de yoga qui est ce qu'on appelle le Hatha Yoga. Donc ils vont aller prendre dans le Hatha Yoga la dimension posturale, qui n'était pas du tout centrale dans cette pratique-là, mais qui était importante, mais pas centrale. Ils vont laisser de côté tout le côté ésotérique, toute la théorie de la libération, tout le côté salut de l'âme, etc. Et ils vont reprendre la pratique physique, en faire une pratique vraiment très athlétique, qui serait à même justement de forger ces fameux corps sains, puissants, capables finalement de créer une Inde saine et puissante. Yoga is a means for freedom, and yoga is the end in freedom itself. Yoga, 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 yoga. Écoute ton coach qui sait. Yoga, 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 yoga. Visualise un lieu où tu te sens en sécurité. Yoga, 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 yoga. Écoute le programme santé, il est fort bien formé à la mise en forme du fondement. Yoga, yoga. Visualise un lieu, tu peux tout lui raconter. Inspire avec la nez, expire avec le pouce. Alors, pour conclure, j'ai demandé à Marie Coq si l'enquête historique qu'elle a elle aussi menée dans son livre avait dissipé le malaise dont elle parlait au début de l'entretien. Je suis persuadée aujourd'hui que connaître l'histoire du yoga, de savoir un peu ce qu'on pratique, d'avoir c'est même pas une distance, mais avoir une forme d'esprit critique aussi dans ce qu'on pratique. Alors, effectivement, si on pratique le yoga 2 fois par an, c'est pas la peine. Mais si on se lance dans une vraie démarche, dans une vraie pratique régulière de yoga, etc., moi, ça me paraît indispensable. Et surtout, c'est ça la bonne nouvelle, c'est que ça ne vous éloignera pas de la pratique. Moi, c'était ma peur quand je me suis lancée dans cette enquête. J'avais vraiment peur de me dire, oh là là, ça va me dégoûter du yoga. Et en fait, pas du tout. En sachant ce que je pratique, comment je pratique, pourquoi je pratique, en fait, il y a ce sentiment d'imposture aussi qui a disparu, parce que je fais pas semblant de m'inscrire comme ça dans une grande lignée de gourous qui remontera à la vallée de l'Indus. Ne serait-ce par exemple de dire aujourd'hui on va faire un cours de yoga moderne. Voilà. Le yoga tel qu'on le pratique en fait dans sa période moderne. Moi je ne dis pas namasté. Je dis bonjour et je dis merci. Quand on fait le Om, je peux dire voilà, dans le yoga, certains disent qu'on pratique le Om pour recréer le son primal de l'univers, etc., le son de la création du monde. Mais on s'est aussi rendu compte plus récemment que ça permettait d'atteindre le nerf vague, qui est quelque chose qui est important pour la détente globale du corps, etc. Et aussi, le Om, ça peut être juste une pratique où vous osez sortir un son de votre bouche, et c'est aussi un exercice pour écouter les autres. Inspirez 1. Suspendez. Inspirez. Suspendez. Inspire, suspend. Et expire. Donc voilà, je fais une pratique physique avec beaucoup de respiration. Dernière fois, inspirez. Et des sortes de gestes et de moments un peu suspendus. Inspirez. Qui créent quelque chose de spirituel qui m'échappe un peu. Voilà, c'est tout. Inspirez, suspendez. Et moi, ça me convient comme ça. Et expirez. Laissez le souffle redevenir spontané. Et prenez simplement quelques instants ici pour observer les échos de la pratique. Aussi, je pense qu'on a besoin de rituels et qu'on prie tous un peu quand même les plus athées d'entre nous, dans les moments de désespoir, on va quand même demander un petit coup de pouce au ciel ou espèce d'entité, on ne sait pas très bien ce qu'on sait, qu'on soit croyant ou pas. Et je pense aussi que le yoga, ça a été une façon
À un moment où les églises sont fermées, où c'est compliqué d'être musulman, c'est compliqué de faire son coming out de foi, quoi, etc. C'est beaucoup plus facile aussi de passer la porte d'un cours de yoga où on va pouvoir, même si on sent qu'il y a un malaise, etc., pouvoir avoir ce temps de méditation qui est quand même une forme de prière. La posture de l'enfant, par exemple, ça ressemble beaucoup à la prière musulmane, par exemple. Enfin, ce truc de s'agenouiller, d'avoir le front contre le sol, etc. Donc, ça répond aussi à ces choses-là, et ça fait de l'effet. Sauf qu'on n'est pas obligé de dire, c'est une science secrète qui m'a été transmise dans un 200 heures en Inde, parce que j'ai passé 1 mois à Rishikesh, et attention, vous allez connaître l'illumination. Ça, c'est pas possible de dire ça. Bon, d'une certaine manière, maintenant, j'ai plus trop d'excuses. Il va falloir que je m'y mette pour de vrai. Mais j'ai pas dit mon dernier mot. Je suis sûre qu'on peut trouver d'autres questions gênantes à soulever dans le yoga. Je vais chercher. Attendez le prochain épisode. À suivre sur arteradio.com. Vivons heureux avant la fin du monde est un podcast produit chaque mois par Arte Radio. Vous pouvez l'écouter sur son site, arteradio.com, son appli gratuite, SoundCloud, Deezer ou votre plateforme d'écoute préférée. Commentez, partagez, abonnez-vous au podcast et mettez-lui des étoiles pour soutenir l'émission et la planète.